Bonsoir et bienvenue dans cette bobine du jour un petit peu spéciale. Spéciale à plus d'un titre. Spéciale parce que d'abord nous avons trois invités. Alors Jacques Ravelot-Duparc, Emmanuel Leduc et Éric Dick. Spéciale par le personnage que nous allons évoquer. Quand même Gilles de Rais. Historique, légendaire, on va essayer de débrouiller tout ça. Et puis spécial aussi parce que nous allons parler d'un making-of, d'un documentaire, d'un film. Donc vraiment quelque chose de pas ordinaire. Alors peut-être pour commencer, Gilles de Rais, c'est un personnage qu'on a tous à l'esprit, on le connaît forcément, on en a entendu parler, il y a une légende, mais ce soir nous sommes au-delà de la légende et on va essayer d'entrer avec le personnage historique. Alors peut-être que c'est Emmanuel Leduc, l'historien, qui va nous permettre d'aller un peu au plus près du personnage et de le replacer dans son époque. Parce que nous, au XVe siècle, première moitié du XVe siècle, et c'est une période complètement différente de la nôtre. Alors est-ce qu'on pourrait l'évoquer en quelques mots pour qu'on comprenne peut-être mieux ce personnage? Eh bien, la première moitié du XVe siècle, on est à la période de la guerre de 100 ans, on est entre la deuxième et la troisième phase de la guerre de 100 ans. On est aussi situé aux marches de Bretagne, d'Anjou et de Poitou. Et là intervient aussi une autre guerre, qui a été la guerre de Bretagne, de succession de Bretagne, entre les Montfort et les Penthièvre. Et puis on est bien sûr dans ce Moyen-Âge où il y a traditionnellement des petites guerres féodales. On s'inscrit aussi dans une société dans laquelle il y a deux ordres importants, ceux qui prient, ceux qui combattent, et puis une immense multitude qui constitue ceux qui travaillent. Et donc une période vraiment de conflits extrêmement agités, qui va durer, conflits qui vont être très longs finalement. Ah bah oui, puisque la guerre de 100 ans officiellement se termine en 1453. Or, Gilles de Rais a vécu de 1404 à 1440. Donc on est dans toute cette phase, cette dernière phase de la guerre de 100 ans. Comment est-ce qu'on vit à cette époque? Je veux dire, les relations entre les personnes, elles sont très différentes d'aujourd'hui. Ah bah bien sûr, ce sont des relations qui sont fixées par la société très hiérarchisée, une société féodale avec des suzerains, des vassaux qui eux-mêmes commandent des chevaliers. Et puis il y a bien sûr les seigneuries qui sont aussi des activités économiques, qui sont des structures économiques. Il y a le rôle de l'Église, très très important, qui encadre cette société. Et là-dedans, comment est-ce qu'on peut situer le personnage de Gilles de Rais, qui est, alors, Gilles de Rais, qui est jeune, parce qu'il va mourir très jeune. Oui, alors Gilles de Rais est le fils de Guy de Rais et de Marie de Cran. C'est un baron, il a rang de baron, donc c'est un noble important. Et par ses héritages du côté donc de son grand-père maternel, Jean de Cran, qui va perdre son fils à la bataille d'Azincourt, qui par son mariage avec Catherine de Thouars va se voir rassembler un certain nombre de fiefs qui vont en gros de la Normandie jusqu'au Poitou. Donc un personnage très important. Une période agitée, c'est un terrain idéal pour un comédien, parce que je crois que Jacques Ravelot-Duparc, vous jouez dans le film, et pour un réalisateur, Éric Dick, vous vous emparez du personnage de l'histoire comme ça, parce que c'est une sorte de policier du Moyen-Âge extraordinaire, parce que c'est un personnage vendéen. Pourquoi finalement Gilles de Rais? Pour toutes ces raisons ou pour d'autres encore? Oui, pour deux raisons principales. D'une part, parce que c'est un personnage en partie vendéen, que je suis vendéen déjà d'origine, Oui. donc j'ai entendu souvent parler de ce grand personnage, enfin, ou de ce personnage. Et d'autre part, parce que c'est du pain béni pour le cinéma. C'est curieux de parler de pain beignet pour peut-être Gilles de Rais, mais... Je voulais faire. Bon, c'est quand même du pain béni dans le sens où c'est un personnage très haut en couleur. Et Oui. effectivement, quand on se lance dans un projet comme celui-ci, on a un personnage avec beaucoup de facettes qui sont très intéressantes et qui vont du personnage flamboyant jusqu'au personnage ténébreux. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à traiter cinématographiquement parlant. Déjà parce que c'est pas très compliqué en fin de compte, parce que le personnage en lui-même amène tout sur un plateau. Il suffit juste d'essayer de mettre un petit peu en scène tout ceci, et voilà. Alors, ombre, lumière, ça évoque des choses, je pense, chez Jacques Ravelot-Duparc, le metteur en scène, là, pour le coup. Et vous êtes entré facilement dans ce personnage C'est dans le Gilles de Rais, personnage que vous jouez. enfin, je suis d'accord avec Eric, c'est un personnage de tragédie, c'est un héros de tragédie, quelque part, donc ça
intéresse forcément la musique, le cinéma, le théâtre sous toutes ses formes, quand moi on m'a demandé de préparer un spectacle sur Gilles de Rais, écrire une comédie musicale dramatique sur Gilles de Rais, c'est un pari un peu fou. Alors, c'est à Tifauge, Tifauge, hein, oui, au château de Tifauge, on fait depuis 3 ans, on va le refaire d'ailleurs encore l'été prochain. C'est une gageure, mais en même temps c'est un défi. Mais comme le dit Eric, c'est extrêmement passionnant et c'est servi sur un plateau. Parce que ce personnage est tout sauf quelqu'un de banal. Sa vie, ses événements, ses influences, la façon dont il a vécu. Regardez, il y a très peu de temps sur FR3, je crois qu'il y a 8 ou 15 jours, un samedi soir, un policier qui se passe de nos jours, mais Ah oui. rappelle à Gilles de Rais en permanence. Ouais. Ça se passait du côté de Guérande. Alors bon, des petites choses historiques qui n'étaient pas très justes, à Oui, mon avis. oui, Quand oui. on dit alias Barbe Bleue, bon ça, je pense que Oui, non, mais l'historien ça, doit c'est ça, prévenir. voilà. On en Mais- reparlera tout à et l'heure. puis le marais Il faut Poitevin à il faut Guérande. Voilà, décaper oui, tout ça. ça, le marais Poitevin Guérande, c'est un peu bizarre. Mais enfin bon, c'était une fiction. Oui. Là, l'avantage du film d'Éric, c'est que oui, c'est une fiction, c'est un vrai film, c'est pas un documentaire. Mais en même temps, il s'appuie exactement sur l'histoire, c'est-à-dire sur les minutes du Oui, il y procès. a les minutes du procès. Donc c'est ça qui est et oui. intéressant. Enfin, moi, je trouve, c'est ce qui m'a passionné aussi dans ce film, et d'y participer en tant qu'acteur, en tant que comédien, c'est qu'en fait, c'était pas une histoire inventée, une espèce de légende autour de Gilles de Rais, c'est que ça s'appuyait vraiment, enfin, je pense que là, l'historien pourra répondre de façon plus que moi, mais c'est ça qui était très passionnant. Donc c'est un vrai film, un vrai thriller, mais en même temps, on est dans l'histoire, dans la pédagogie, un petit peu aussi, et ça, c'était le double pari peut-être d'Éric là-dessus. Alors, Mais je trouve ça très intéressant. on va entrer dans ce double pari, mais pour peut-être qu'on donne un peu à voir des petites choses, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit fragment du making-of du film. Parce que c'est aussi intéressant de voir dans quelles conditions il se réalise. On est au plus proche des lieux historiques. Mais en même temps, voilà, c'est un film d'aujourd'hui avec des moyens actuels. Et donc voilà, je vous propose qu'on regarde donc ce making-of, un petit fragment du making-of, et on se retrouve juste après. Silence. Action. Emporté tout ça. Après le procès, ils ont flambé avec Gilles de Rais, c'est diabolique, Gilles de Rais, c'est la vie. Très bien, on n'en est pas loin. On va tout l'après-midi sur ça et on sera septembre. Romain, que tu n'es pas censé le voir tout de suite parce que tu découvres la pièce, c'est pour ça qu'il faut pas être trop. Un alambic. Un athanor. Un athanor. Tu vois, un petit peu plus dans la réalité. Parce que là, quand tu rentres, tu connais la pièce par cœur, je dirais. Tu la découvres. Tu regardes. Il faut prendre son temps. Alors voilà, donc nous quittons le making-of de Monstrum. Et alors peut-être quand même quelques explications sur cette chorale d'enfants, sur ce lieu dans lequel cette séquence est tournée. Alors est-ce que vous pourriez en dire un peu plus, Éric Dick? Bien sûr. Alors allez-y, sinon Oui, on appelle oui. l'Inquisition. C'est très intéressant l'extrait parce que la partie chorale est très importante dans le film. Donc la musique, c'est une musique originale Oui. qui a été créée par l'Institut musical de Vendée, donc l'IMV basé à Saint-Laurent-sur-Sèvre, avec chef de chœur Odile Amossé. Important pourquoi parce que je voulais qu'on se rende compte de l'atmosphère de l'époque au niveau des chants. Gilles de Rais était propriétaire d'une chorale
Oui. sa propre chorale, la chorale des Saints Innocents, qui avait à peu près entre 50 et 80 choristes, des pages, qui C'est une chorale importante quand même. très importante. C'était une des plus belles chorales de France. Et il se promenait avec sa chorale, où il la faisait diffuser dans certains endroits. Et il la faisait chanter dans son château de Tiffauges ou de Machecoul, par exemple. Et c'était important de rendre l'atmosphère de l'époque avec cette reconstitution de la chorale, avec des chants, alors contemporains Oui, pour la oui, plupart oui. quand même, mais qui donnent quand même l'atmosphère de ce qu'on pouvait entendre à l'époque. On a habillé les choristes de la même façon qu'on pense, d'après certaines gravures, Oui. dans laquelle ils pouvaient se montrer Oui. dans différents spectacles. Donc c'est très important pour la musique, pour moi. Et là, c'est tourné à quel endroit donc Alors la chorale, on l'a tournée, je pense à l'église du Boupère, mais je ne veux pas dire de bêtises D'accord. si mes souvenirs sont bons, Oui. parce que c'est tourné depuis 3 ans quand Bah même. oui, quand même, donc, oui. Oui. c'était pas aujourd'hui. Et l'extrait que l'on voit après, c'est au château de Saint-Mémin, dans la reconstitution d'un laboratoire d'alchimie. Alors qu'on pense que le laboratoire d'alchimie était à Tiffauges. Enfin, quand on visite le château de Tiffauges aujourd'hui, on en parle. Bien sûr, mais ça c'est Oui. pour des questions techniques. Nous, on a eu le château de Saint-Mémin pour pouvoir reconstituer ce qui se passe à Tiffauges ou à Machecoul. Parce que malheureusement, on a très peu de châteaux appartenant à Gilles de Rais encore dans un état à peu près convenable. Ils sont tous dans un état un petit peu très fatigué, sauf Tiffauges où il y a un gros travail dessus De pour essayer restauration, de le restaurer. Donc on est obligé de travailler sur des châteaux de la même époque, mais encore bien entretenus. Oui. Et cette dimension, alors il y a aussi de la recherche historique dans cette dimension musicale, chorale. Est-ce qu'on a des éléments qui l'attestent, enfin, qui attestent voilà, ce goût des seigneurs? Alors Gilles de Rais, oui. Essentiellement, c'est le mémoire des héritiers qui a été demandé par les familles de Gilles de Rais, en particulier son frère et sa femme, pour essayer de faire interdire les ventes de Gilles de Rais. Donc dans ce mémoire des héritiers, il y a toute une série de dépenses qui sont indiquées, avec bien sûr les fêtes d'Orléans, et puis également tous ces spectacles, l'entretien de sa maison ecclésiastique, la maison militaire. C'est même chiffré, vraisemblablement c'est exagéré, comme tous les rapports un petit peu d'assurance, pour essayer d'obtenir... Oui, pour rentrer un peu dans les fonds qui avaient été dilapidés. Qui étaient dilapidés, voilà. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on a aussi une évocation de cette passion qui envahit Gilles de Rais sur la dernière partie de sa vie, finalement, qui est l'alchimie. Alors, de son propre chef, orienté par Prelati, qu'il faudrait peut-être présenter comme personnage. Alors le recours à l'alchimie, il reconnaît qu'il avait été en contact avec un chevalier qui était fait prisonnier à Angers et qui lui aurait montré un ouvrage sur l'alchimie et l'évocation des démons. Donc cela remonterait à 1426. Mais du coup, est-ce que ça éclaire pas un peu le personnage de Gilles de Rais d'une lumière en me disant mais c'est à la fois un chef de guerre et en même temps c'est un personnage un peu naïf? Ah ben, il est tout à fait naïf. Mais l'alchimie, ça a été essentiellement pour lui essayer de retrouver la fortune perdue. C'est évident qu'au départ, il croit à la transformation des métaux en or. Mais au fil du temps, on pense que ces recherches alchimiques vont tourner vers l'évocation des démons, la sorcellerie, et vont avoir un lien avec une partie de ces meurtres. Mais ça va être très très nettement sous l'influence de Prelati. Mais ça ne va être valable que pour 1438-1439. C'est les 2 dernières années. Ces 2 dernières années. Alors, qui est-ce? Parce qu'on a souvent le nom de ce personnage, mais historiquement... C'est un jeune clerc qui est originaire de l'Italie du Nord, et que Eustache Blanchet, qui était un prêtre au service de Gilles de Rais, est allé chercher et l'a ramené pour... On disait qu'il était expert dans l'art d'évoquer les démons. Et on connaît par la déposition de Prelati, toutes les expériences qui ont pu être faites, mais ce sont les expériences qui ont eu lieu essentiellement à Tiffauges, peut-être un petit peu à Machecoul, mais surtout à Tiffauges, en 1438 et 1439. Non, effectivement,
Il y a une bascule là dans le Oui. personnage. Là. Oui, parce que ça, c'est un autre élément important que je n'ai pas dit, c'est que Gilles de Rais ne pouvait pas œuvrer lui-même. Il n'était Pourquoi pas alchimiste lui-même. Il n'avait pas cette... il n'avait pas cette science, de toute façon. D'accord, donc il rétribuait finalement des... Oui, oui. Et d'ailleurs, Prélati fait beaucoup de fois des évocations sans la présence de Gilles de Rais. Et comme par hasard, à chaque fois, Baron... marche. Oui, ça marche. Ça Alors, marche. Baron, c'est... C'est le titre, un des titres qu'il donne au diable, oui. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec Baron, le Baron de Rais? Je ne sais pas. C'est possible. Mais il est clair qu'à chaque fois que Gilles de Rais est là, ça ne marche pas. Mais il l'accuse aussi de vouloir à la fois adorer le Dieu et le diable. On dit qu'à un moment donné, il était tellement dévot qu'il se serait fait incruster un morceau de la relique de la vraie croix dans son bras. Alors il pouvait, et parfois il faisait même des évocations en tenant un crucifix ou en chantant un hymne à la Vierge. Alors ça ne pouvait pas marcher. C'est très trouble quand même. Ah ben c'est très très trouble, c'est un personnage extrêmement ambivalent, excessif de toute façon. Oui. Excessif à la fois dans sa dévotion, d'où le recours à la chorale, mais aussi à l'idée qu'il a envie d'aller à Jérusalem faire un pèlerinage, et puis en même temps s'adressant au diable pour essayer de retrouver de l'argent. Non, parce que ça, c'est... Oui, il y a à la fois la dimension économique et puis une espèce de folie qui s'empare du personnage. C'est quelque chose qui est très théâtral, ça aussi, Oui, c'est ce personnage. que j'exprimais tout à l'heure. En fait, c'est un personnage de tragédie, quoi. C'est vraiment un personnage de théâtre. Je pense qu'avec tout ce que vous dites, c'est encore plus évident, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui devait être très paumé, quoi. C'était sûrement un grand paumé. Pas de repère. On a bien dit que son enfance avait été une éducation un petit peu blackboulée, un grand-père terrible, des parents absents très tôt, qui sont morts très tôt. Donc je pense que ça a joué certainement une influence. Après, vous savez, les guerres. Bon, c'est cette période un petit peu avec Jeanne d'Arc. On ne sait pas trop en fait s'il l'a côtoyé de près, mais on sait qu'il était présent à certaines batailles où elle était. Et puis devenu un personnage important, maréchal de France. Et puis après de revenir à Tifauge. Ou à Moscou, il ne se passait plus grand-chose. Bon, voilà, cette recherche de la fortune. Bon, je pense que ce personnage avait envie certainement de faire plein de choses, mais je pense que c'était quelqu'un qui était très paumé, quoi, quelque part. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai, quoi. D'où cette espèce de folie douce, voilà, qui lui fait faire des grands projets. Je veux dire, c'est Victoire d'Orléans sur Jeanne d'Arc, c'est quelque chose qui paraît absolument insensé aujourd'hui, mais pourtant, c'est véridique. Hein, maintenant, on le sait, on peut lire même des choses qu'il a écrites là-dessus. Donc un personnage fou, oui, une certaine folie. Pas une folie au sens où on l'aurait interné. Oui, pas au sens médical, non. Voilà, pas au sens médical, mais là-dedans, un personnage démesuré finalement. Démesuré, fantasque. Et qui a les moyens d'assouvir sa démesure Oui, d'une certaine façon. je pense que c'est ça qui a fait que de tout temps, de toute époque et encore aujourd'hui, on s'intéresse à ce personnage. Ce personnage fait rêver quelque part, malgré les monstruosités dont on parle de lui. C'est un personnage qui attire et qui effarre en même temps. Alors, cette dimension, je pense qu'on la sent bien dans Monstrum, dans le film. On en a vu un tout petit fragment du making-of. Ce que je vous propose de voir, c'est un autre fragment, mais cette fois-ci du film. Un fragment de Monstrum. Nous sommes dans un banquet. Et on va voir justement Prélati arriver. Et donc, je vous propose de voir ce petit fragment de film, de Monstrum, avant de revenir ici tout de suite. Vous semblez soucieux, mon époux. Quelques ennuis d'argent, je ne vous le cache pas. Vous êtes trop dispendieux. Ce festin était-il bien nécessaire? Taisez-vous, mamie. Vous ne connaissez rien. Ni en affaires, ni en politique. Mais je sais écouter. Il se colporte que d'aucuns songent à vous faire procès. Entre autres pour l'immense fortune que vous avez dilapidée. Diantre. Et que dit-on encore à mon sujet? Que vous avez de fâcheuses habitudes. Qu'est-ce dire? Que vous goûtez la compagnie de très jeunes gens. Cessez, Madame de Tours.
Cécile. Justement, où sont les tapisseries absentes des murs? Vendues sans doute. Vous oubliez qu'elles appartiennent à ma noble famille, les Thouars. Sire, Maître Prélati est de retour. Il nous rejoint le séant, à votre gré, sire. Souriez, souriez. Je l'ai vu, messire. Je l'ai vu. Baron est passé près de moi sous la forme d'une bête monstrueuse. Et voilà, alors, révélation Inquiétant. inquiétante. Prélati a vu Baron Oui. et l'annonce donc à Gilles de Rais. Alors Gilles de Rais, le comédien qui l'interprète, c'est Cédric Spinasso, c'est ça? Exactement. Oui, Cédric Spinassou, qui est un acteur parisien, et que j'ai choisi pour être justement complètement à l'opposé Oui, de parce la que représentation, en tous les cas, qu'on pourrait avoir d'un du barbe bleue, enfin le voilà, personnage. de l'ogre Oui. mangeant les enfants, le gros comme on voit d'habitude. Et justement, j'ai l'opposé, parce que d'abord, il n'y a pas d'image. On n'a aucune image de Non, Gilles de c'est Rais. pas une époque où on a des portraits. Non, non, encore moins des photos. Donc égal, égal qu'il a fallu imaginer un personnage peut-être un petit peu plus physiquement banal et qui va dans ses yeux, surtout parce qu'il a un regard assez extraordinaire, nous donner beaucoup d'émotions par moment, je pense. C'était le choix de cet acteur, Cédric Spinassou. Et dans l'extrait qu'on le vient de voir, je rends hommage aussi à l'association Récréation. Oui, parce que là, on tourne dans quel château déjà? Au château de Sigournay. Oui. Et j'avais besoin d'une figuration importante, parce que dans cette scène, il y a plus de 80 figurants. Et c'est l'association Récréation de Machecou qui a participé à la mise en scène de ce banquet, en essayant d'être le plus proche possible de la réalité. Là, on peut demander à l'historien quand même, parce que est-ce que vraiment ça se passait comme ça, les banquets? Est-ce qu'on a des... Oui, c'est une Possibilité, image oui. tout à fait vraisemblable des banquets de l'époque. Et là encore, on a des renseignements grâce aux mémoires des héritiers qui racontent que Gilles de Rais avait table ouverte et on n'hésitait pas, les plats les plus délicats et puis bien sûr les vins et la fameuse recette de l'hypocrase Alors c'est quoi dont la il recette aurait de- abusé. La recette de l'hypocrate, c'est Oh, quoi, c'est- l'hypocrase, alors bien sûr cette recette est comment dirais-je, secrète, mais Oui. malgré tout, elle est à Alors, base, justement, ça reste entre nous. à base de vin, et Oui. puis auquel on ajoutait une série de plantes, et puis du miel. C'était une boisson pour faire passer l'aigreur sans doute des vins de l'époque. D'accord, mais oui, qui procurait quand même une certaine ivresse, Oui. j'imagine. Et Gilles de Rais reconnaît qu'il a abusé de trop de ces liqueurs, et il est possible que certains de ces crimes aient été commis Sous l'emprise de sous l'alcool. l'emprise de l'alcool. Oui. En tous les cas, un personnage je ne veux pas dire qu'il redevient banal, mais en tous les cas, qui devient proche de nous, finalement. Et bien sûr, le film s'appelle Monstrum, mais en même temps, il me semble qu'on débarrasse, dans cette enquête policière, le personnage de sa gang de légende, et qu'il nous devient à la fois très inquiétant et très proche, Bah très oui, humain, finalement. Parce que c'est un criminel tout à fait banal dans ce qu'il fait. Bien sûr, par rapport au nombre de crimes qu'on lui attribue, Oui, c'est presque un serial killer et aujourd'hui. il serait peut-être un des précurseurs, parce qu'on lui attribue, dans l'acte d'accusation, au moins 140 meurtres, peut-être plus, Ça fait quand même un certain nombre. et qu'il aurait commencé, non pas à l'époque de Prélati, qu'il aurait commencé dès la fin des années 20. Alors dans l'acte d'accusation, c'est depuis 14 ans, et dans sa déposition, c'est depuis la date de la mort de son grand-père, donc depuis 1432. Mais quoi qu'il en soit, les meurtres ont été bien antérieurs à l'avenue de Prélati. Donc ils ne sont absolument pas liés, au moins au départ, à l'évocation des démons et à quelconque Oui, sacrifice. donc il y a peut-être une fêlure chez le personnage, mais qui reste à explorer. Ah oui, ça c'est... Pourquoi a-t-il commis ces crimes? Était-il un pervers sexuel? Beaucoup Oui, de parce qu'on gens ont entend, parlé on de entend cela. sa femme l'accuser, Oui. et puis il s'en accusera lui-même.
On a parlé d'épilepsie à son encontre, enfin, etc. Mais ce ne sont que des suppositions. En tout cas, pour l'enquête, je crois qu'il faut aller voir le film. Alors, il faut profiter de cette soirée pour voir le film. Et si on le manque par hasard, je crois qu'on peut le voir à la demande. Oui, parce que le film a terminé sa carrière l'année dernière en salle de cinéma et maintenant il est disponible sur on appelle la vidéo à la demande, en VOD ou SVAD, c'est comme on veut, et il est sur un site qui s'appelle Vimeo On Demand. Mais je crois que lors du documentaire, il y a un bandeau qui peut diriger les gens pour ceux qui le rateront ce soir. Mais le film est diffusé effectivement un peu plus tard dans la soirée, je crois, dans votre programme. Alors, écoutez, moi je ne peux que vous engager à voir le film et à suivre cette enquête à travers le documentaire, la diffusion du film et peut-être vous faire une autre image de Gilles de Rais. Et à bientôt, j'espère.